Ah, Princesse Erika, ça fait du bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Il a perdu son micro. Je D'accord. vais le réparer moi-même, là, en 5 minutes. Alors, se lever et s'installer quelques minutes plus tard derrière son ordinateur chez soi sans avoir à prendre sa voiture, sa douche ou un moyen de transport bondé, c'est l'un des avantages du télétravail ou le travail à distance, une pratique qui s'implante doucement dans nos habitudes. Près de 2 millions de Français pratiquent le télétravail en France. Certains employeurs l'ont même mis en place pour la première fois, là, ces jours-ci, en raison de la grève des transports. Mais ce mode de travail est-il vraiment efficace? Quels sont nos droits, nos devoirs? Comment sont encadrés, par exemple, les horaires des travailleurs? On va en parler avec nos invités du jour. Karine Babul, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et à vos côtés, maître Marie-Hélène Bensadoun. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail. Alors, en 2018, dans le privé, près d'un tiers des salariés ont adopté le télétravail de façon occasionnelle ou régulière. Une tendance qui a tendance à s'accélérer depuis 2017. Alors, quel intérêt pour les salariés et les entreprises? Faut-il le généraliser? Réponse avec Manon Le Charpentier et Geoffrey Larosa. Aujourd'hui, pas de collègues ni open space pour Clémence. Responsable des rémunérations dans une grande banque française, la jeune femme est en télétravail. Et elle commence sa journée en se connectant au réseau ultra sécurisé de son entreprise. Donc je mets mon badge et ensuite là je me connecte à mon réseau interne pour avoir accès aux dossiers qui sont sur le réseau, aux outils, et pour travailler comme quand je suis à mon bureau. Cela fait 2 ans que Clémence pratique le télétravail tous les mercredis. À la clé, 1h30 de temps de transport en moins. Le matin, c'est plus du temps que je vais, on va dire, redonner à l'entreprise dans le sens où l'heure où d'habitude je pars de chez moi, là, c'est l'heure où je vais me connecter. Donc oui, on va dire qu'il y a 3/4 d'heure de plus de connexion le matin. En revanche, le soir, ça me permet en fait d'aller chercher mes enfants plus tôt et de les voir un peu plus qu'un autre jour de la semaine. Plus apaisée, Clémence travaille différemment le mercredi. Alors le jour où je suis en télétravail, je pense que je suis un peu plus efficace dans le sens où je suis moins interrompue en tout par mes voisins. Après, est-ce qu'on est plus efficace aussi dès le matin? Quand on arrive et qu'on est déjà fatigué de son trajet au travail. Et puis après, sur l'ensemble de la semaine, ça fait une petite coupure. Elle gagne aussi une demi-heure avec ses enfants. C'est le seul soir de la semaine où je peux aller chercher Victoire directement au centre de loisirs, parce que les autres soirs, c'est la nounou qui va la chercher et je la retrouve à la maison. Donc c'est un soir où j'en profite un peu plus et ils sont contents, ils sont moins fatigués que les autres jours aussi. Comme Clémence, dans cette banque, près de 10 000 salariés seraient des télétravailleurs occasionnels et travailleraient en moyenne 1,2 jours par semaine en dehors de leur open space. Un dispositif très encadré. Le collaborateur va exprimer le souhait de télétravailler tel ou tel jour. Le jour télétravaillé est identifié dans son avenant au contrat de travail. Il y a néanmoins une possibilité de modifier son jour. Il peut y avoir des contraintes professionnelles, voire même des contraintes personnelles. Donc ça, c'est tout à fait possible, dans une limite de 10 jours en amont ou en aval. Depuis les ordonnances sur la loi travail en 2017, l'avenant au contrat de travail n'est plus indispensable. Cette banque, elle, expérimente le télétravail depuis 2013 et les études de satisfaction montrent des résultats plutôt positifs. 9 salariés sur 10 nous disent que grâce au télétravail, ils ont une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. Donc, ça, c'est important. Et 95% nous disent que grâce au télétravail, ils sont plus épanouis. Côté manager aussi, les retours sont encourageants. 96% d'entre eux estiment que la performance est maintenue ou améliorée grâce au télétravail. Nabila est l'une des premières à avoir dû adapter son management. La principale qualité autour de ça, c'est de se dire on fait confiance à ses collaborateurs parce qu'ils sont en autonomie, ils travaillent seuls chez eux. On n'a pas ce contrôle direct qu'on pourrait avoir s'ils sont dans l'open space. Seule ombre au tableau, l'organisation de la semaine de travail. Ici, près d'un tiers des managers estiment que le télétravail complique la planification des réunions. Nabila, elle, a imposé certaines règles. Alors par exemple, le lundi, le mardi, tout le monde est là. J'ai personne en télétravail ces 2 jours-là de la semaine, parce que c'est les premiers jours de la semaine, où on a des points d'équipe réguliers, où on va étaler les thématiques qu'on va avoir dans la semaine à traiter. Un mode de travail que développent aussi les petites et moyennes entreprises. À Chemy, dans le Nord-Pas-de-Calais, cette entreprise spécialisée dans le commerce de viande emploie 80 salariés. 4 d'entre eux travaillent désormais 1 fois par semaine en télétravail pour saisir les commandes des restaurateurs retardataires. On a, de par notre métier, en fait,
un besoin de réactivité et de flexibilité, ce qui implique automatiquement de saisir des commandes le soir. Et on estime que pour une question d'organisation de vie de couple, de vie de famille, par rapport aux gardes d'enfants, etc., que c'est beaucoup plus simple de le faire de la maison que d'obliger les télévendeurs et commerciaux à le faire d'ici. Alors une fois par semaine, de 17 à 19 heures, Sophie poursuit le travail chez elle. 2 kilos de porc de bœuf. C'est quelque chose que je fais une fois par semaine, le mercredi soir, pendant 2 heures. C'est toutes les semaines pareil. Et ça fait une prime d'environ 20 € brut par soir. Ça permet que je sois un peu avec ma fille le soir et puis surtout de ne pas payer les 2 heures de nounou que je pourrais avoir à payer si jamais je devais travailler au bureau en fait. 2 heures par semaine, c'est suffisant pour Sophie qui n'imagine pas télétravailler davantage. Et honnêtement, travailler une journée avec ma fille dans les pattes, je pense que ce serait pas très concluant en termes d'efficacité de travail en fait. Voilà, vous en avez la preuve. Ce serait un peu compliqué, je pense. Son collègue Antoine a aussi testé ce mode de travail pendant 1 an et n'a pas du tout été convaincu. Et chez soi, on est plus amené à faire s'occuper ailleurs, à trouver des occupations autres que le boulot. Et donc, ça, au final, ça allonge le temps de travail à la place de faire une partie du boulot en 1 heure. Ça nous prend 2 à 3 heures, quoi. Comme Antoine, 6 télétravailleurs français sur 10 déplorent une difficulté à séparer les temps relevant de la vie privée et ceux de l'activité professionnelle. Et un peu plus de la moitié s'inquiètent pour leur santé psychologique, avec notamment des craintes d'isolement. Alors, on va de nouveau aborder toutes ces questions et entrer dans le fond du sujet. D'abord, pour démarrer la discussion, la remarque de Kader qui nous dit « Je suis patron d'une entreprise qui travaille dans le commerce et j'ai vraiment besoin que mes salariés réagissent rapidement. Or, un jour, l'un de mes salariés n'a pas répondu pendant 1 heure au téléphone alors qu'il était en télétravail. Le problème est que je suis jamais sûre qu'ils travaillent bien derrière leur ordinateur. » Comment les employeurs peuvent-ils s'assurer que leurs salariés sont bien en train de travailler, maître Marie-Hélène Bensadoun? Alors, la question de monsieur Kader, elle suppose un peu de suspicion. Oui. Et il faut se dire que le télétravail, c'est quand même un dispositif dans le cadre duquel il faut qu'il y ait une relation de confiance, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'accéder à la demande d'un salarié qui veut être en télétravail, de la même façon que le salarié n'est pas obligé de travailler de chez lui si son employeur le lui demande. Il est obligé de rester joignable, non? Alors, il faut qu'il reste joignable. Donc, ce qu'il faut faire, en général, il faut se mettre d'accord sur des horaires, le faire dans un écrit, de telle façon qu'il y ait un élément de preuve. Les horaires de travail vont être, en général, les horaires qu'aurait pu développer le salarié s'il travaillait sur place. Et puis, lui permettre, évidemment, ses temps de pause, les temps de déjeuner. Un moyen de contrôle pourrait être de mettre en place un logiciel qui permette de vérifier si le salarié est connecté pendant les heures de travail. On peut mettre ça en place. C'est autorisé. Et c'est maintenant tranché. Il y a un arrêt de la Cour de cassation. On peut géolocaliser son salarié sur son ordinateur à 2 conditions. D'abord, que ce soit le seul moyen de la Cour de cassation pour vérifier les conditions dans lesquelles il travaille. Donc, c'est sûr, si c'est quelqu'un qui envoie des mails toute la journée, on voit bien si c'est interrompu un moment. Donc, il y a un autre moyen. Il faut que ce soit le seul moyen. Et deuxièmement, et ça rejoint la question de M. Kader, il faut qu'un horaire ait été défini par écrit. Qu'on sache clairement pour que la géolocalisation se fasse seulement aux horaires de travail. Ce sont des conditions et c'est légal. Karine Babulle, comment les salariés peuvent-ils signaler à leur employeur qu'ils sont en train de travailler ? Il est important de préciser qu'il est inutile de sursolliciter son manager d'information qui serait inutile, qui n'aurait pas de valeur ajoutée. Il y a un vrai principe, c'est celui de l'autonomie, et c'est d'ailleurs le premier avantage qui est perçu selon la dernière étude Ipsos-Malakoff-Médéric 2018. Premier avantage perçu par les salariés et les employeurs, c'est l'autonomie. Donc attention avec les dispositifs qui, seraient dans une analyse trop fine de est-ce que mon salarié est bien en télétravail ou pas. Vous disiez tout à l'heure, ça ne marche qu'avec de la confiance, sinon il faut mieux rester au bureau. Mais ça veut dire quand même, malgré tout, pour répondre à la question là que vous posez, est-ce qu'il faut appeler son employeur le matin en lui disant « Hop, ça y est, je suis prêt, j'attaque » ou Ce sont des ajustements qu'il convient de définir avec le manager, vraiment. Il y a un cadre, généralement, qui est identifié par un accord. Dans le cadre d'un service, on peut faire des ajustements, mais vraiment, collaborateurs-salariés, il ne faut pas hésiter à se mettre d'accord sur des manières de fonctionner. Et c'est l'intérêt des deux, de le définir avant.
ça évite les litiges, les problèmes. Oui, mais je ne sais pas si un jour on télétravaille et que voilà, on a un rendez-vous qui n'était pas prévu, est-ce qu'on doit le signaler à son employeur? Si ce n'est pas nécessaire, voilà. Attention à ne pas surcharger le manager qui est déjà bien sollicité. Alice vous dit, mon employeur peut-il m'imposer des horaires de télétravail? C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me disperser quand je travaille chez moi. Je suis plus facilement distraite. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. L'employeur, il peut vraiment dire votre travail, c'est de 8h à 17h. Vous avez des horaires de travail. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez des horaires de travail. Les droits et obligations du salarié en télétravail sont les mêmes. Donc, à partir du moment où il est prévu dans le contrat de travail qu'il doit travailler de telle heure à telle heure, il doit consacrer le temps qu'il passe chez lui à son travail. Mais aux mêmes horaires pile? Avec les pauses et tout, alors, pareil? En principe, en principe, oui. Mais après, encore une fois, il y a une relation de confiance. Ce qui est important, c'est que le travail soit fait. C'est la mission. Voilà, c'est la mission. Il faut qu'une relation de confiance s'instaure. Pour autant, à partir du moment où vous êtes censé être joignable dans le cadre de vos fonctions de telle heure à telle heure, il faut être joignable. Parce que peut-être que du coup, on va rebattre un peu les cartes en télétravail et même réaffecter des missions. C'est-à-dire que quand on va être sur place, on va devoir respecter des horaires, mais effectivement, quand on est à la maison, on va plus affecter une mission ou une tâche à faire. Non, c'est ça aussi? On peut identifier des activités que l'on va télétravailler. On peut se mettre d'accord avec son employeur sur ce que l'on va faire concrètement, mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Il y a un cadre légal qui s'instaure, qui est le même effectivement à la maison, des plages horaires de disponibilité, mais il y a une souplesse malgré tout. Une souplesse et attention à ne pas être dans l'injonction de répondre en direct dans la seconde pour bien prouver qu'on est à portée de clic. Et comment ça se passe en cas d'accident à la maison, si jamais je me tords la cheville chez moi en télétravail? Alors, pendant l'horaire qui est censé être consacré au télétravail, il existe une présomption de travail. Vous êtes salarié de l'entreprise à ce moment-là. Donc, vous devez, si vous arrive un accident, vous devez sous 24 heures déclarer cet accident. L'employeur doit prévenir, donc sous 48 heures, prendre toutes les mesures nécessaires en matière d'accident du travail. Et si il y a une contestation, il y aura tous les éléments de droit commun. Et si c'est à midi, alors? C'est compliqué parce que c'est peut-être pendant que j'étais en train d'étendre mon linge à la maison. Ça va être effectivement la difficulté, ça va être plus compliqué en matière de droit du travail de faire reconnaître, de contester l'existence d'un accident du travail. Mathilde nous dit, le télétravail, c'est super quand on travaille sur un ordinateur, mais pas quand on est infirmière comme moi. Oui, évidemment, on se dit qu'il y a des secteurs, Karine Babulle, qui sont plus favorables à la mise en place du télétravail. Alors, il y a beaucoup de représentations aussi sur les métiers qui sont a priori télétravaillables ou non. Et on s'aperçoit que même dans les métiers de la santé, il y a des métiers qui sont tout à fait télétravaillables parce qu'un certain nombre d'activités liées aux tâches administratives notamment. Malheureusement, effectivement, on s'aperçoit que dans les faits, les télétravailleurs, ce sont 60% des cadres. Donc on voit qu'il y a vraiment une distinction par CSP qui est révélatrice potentiellement de l'inégalité d'accès aux outils numériques mobiles, ordinateurs, téléphones portables, etc. Donc possiblement beaucoup de représentations sur quels sont les métiers qui sont télétravaillables et ceux qui ne le sont pas. Et est-ce qu'il y a une hausse du télétravail en ce moment en France ou est-ce qu'on est toujours très à la traîne par rapport à nos voisins? Alors, on peut faire l'hypothèse qu'avec les grèves, peut-être qu'il y en a eu un petit peu plus, mais on n'a pas de chiffres, effectivement. Mais plus globalement, alors plus globalement, on n'est pas vraiment. Pas vraiment, ça va doucement. Quoi. On est en dessous de la moyenne européenne, on est à 7%, la moyenne on est autour de 18%. Comment vous l'expliquez ça? En France, on fait moins confiance aux travailleurs? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Attention à ne pas aller trop vite dans les interprétations, mais il est certain que les pays où les taux de télétravail sont les plus importants, autour de 30%, ce sont les pays nordiques, Suède, Danemark, Royaume-Uni, où on a une culture du management qui est plutôt horizontale. Voilà. On peut faire un certain nombre d'hypothèses. Comment est-ce que c'est encadré juridiquement, le télétravail? Quelles sont les règles? Le Code du travail prévoit le télétravail depuis le 2012 et puis 2017 avec les ordonnances Macron-Pénicaud, on va dire Pénicaud pour faire honneur aux dames, c'est à nouveau, il y a un certain nombre, le dispositif légal est devenu plus précis, c'est étoffé. Donc le télétravail a une définition, c'est-à-dire que c'est
c'est une organisation du travail qui va permettre à un salarié, avec l'accord de son employeur, de développer une tâche qui habituellement était exécutée au sein de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, donc en général à son domicile, et à condition d'utiliser des moyens de nouvelles technologies qui vont être connectés à l'entreprise. Donc pour répondre à la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers qui vont entrer dans le cadre du télétravail et d'autres qui nécessairement n'entreront pas du fait de l'absence d'utilisation de moyens technologiques. Alors ensuite, vous avez la loi, et puis dans les entreprises où on négocie des accords collectifs, il est recommandé de négocier des accords collectifs sur ce sujet. On peut aussi mettre en place le télétravail par une charte unilatérale de l'employeur. Et dans certaines entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, eh bien, on peut aussi mettre en place le télétravail. Et là, encore une fois, la notion de confiance va être d'autant plus importante qu'on va rentrer dans une logique où il n'y aura pas de règles internes à l'entreprise, mais plutôt un accord au cas par cas avec un avenant contrat de travail. Et au cas par cas, ça veut dire qu'une personne peut être seule à faire du télétravail avec le patron. Écoute, patron. Oui, c'est ça. On peut accorder à l'un ce qu'on n'accorde pas à l'autre. Moi, j'y vais, les autres, j'en sais rien. Non. Alors, dans ce type d'entreprise, il faudra véritablement faire attention de ne pas tomber dans des situations de discrimination. C'est-à-dire que si vous acceptez une situation de télétravail à l'un, vous accordez un télétravail à un des salariés, c'est-à-dire que si il va falloir... ça va dépendre du type d'activité qui va être. Il va toujours falloir se fonder, si on refuse le télétravail à l'un par rapport à l'autre, se fonder sur des éléments objectifs. Il faudra l'expliquer. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Parce que Stéphanie, par exemple, elle nous dit qu'une de ses collègues, parce qu'elle est éloignée géographiquement du site de travail, elle est autorisée à faire du télétravail une fois par semaine, ce qui n'est pas son cas, ni le cas de tous les salariés de l'entreprise. Ça peut être considéré comme un élément objectif. Oui. Autre question, Nathan qui nous dit « J'adore travailler tranquillement dans mon salon jusqu'à 16h30 pour avoir ensuite le temps d'aller chercher mes enfants et de pouvoir passer toute la soirée avec eux. Le télétravail, c'est un plus pour la vie de famille. » Ça a été étudié, ça, comme vraiment un plus pour les travailleurs en général, le télétravail? Alors, le télétravail n'est ni bon ni mauvais. Il y a des avantages et des inconvénients à télétravailler les activités de travail. C'est toujours contextualisé au métier, à l'entreprise. Bien sûr, il y a des avantages, concilier vie pro, vie perso, moins de fatigue si on réduit les temps de transport. Mais il y a également ça veut dire meilleure risques. santé, alors. Oui, ça peut être vecteur d'une plus grande qualité de vie au travail. Il y a également des risques professionnels de surcharge de travail, d'isolement, de distension du lien avec le manager, que l'on va voir moins si le télétravail est instauré dans des conditions perfectibles de télétravail. C'est-à-dire que socialement, on se retrouve un peu tout seul chez soi et ça peut être un peu déprimant, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, il y a des vrais risques psychosociaux, effectivement, de déconnexion avec le collectif. On manque un certain nombre d'informations si on est trop en télétravail et ça peut être aussi préjudiciable pour la carrière. Donc encore une fois, il est important pour revenir sur la question de quelles sont les conditions pour que le télétravail soit de qualité et surtout quels sont les critères d'éligibilité. On en parlait tout à l'heure, mais vraiment ces critères d'éligibilité, dans quelles conditions en télétravail pour pas qu'il y ait désorganisation ou injustice sociale, c'est essentiel. Oui, donc on voit qu'il y a quand même des limites au télétravail, Fabien, non? Bizarrement, sont plutôt les cadres dirigeants, les cadres, ceux qui encadrent, qui ont ce discours-là. C'est-à-dire qui disent, oui, ça a des problèmes de motivation, d'isolement, de perte de sens. C'est vrai, s'il y avait du télétravail 5 jours sur 7, il ne s'agit jamais de ça. En réalité, c'est plutôt un discours, parce qu'en France, le management est ainsi fait que quand quelqu'un devient un cadre, par exemple, parce que ça ne vient pas forcément du patron, mais plutôt du cadre, il a envie, lui, d'avoir ses ouailles autour de lui parce qu'il a mis 10 ans, lui, à pu assister aux réunions, et maintenant, il va les organiser. Et il a envie qu'il soit là et pas se retrouver tout seul dans son grand bureau avec tous ces gars en télétravail. Donc voilà ce qui se passe en réalité pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. C'est intéressant d'être encadré, d'aller en réunion, d'apprendre le boulot, comme on dit. Bon, on est tous passés par là. Quand on a goûté, quand on est adulte, responsable, autonome, qu'on sait ce qu'on a à faire comme mission et qu'on ne se moque pas du monde, quand on est à goûter, on ne peut plus s'en passer. On est plus heureux au travail et les statistiques, vous les avez, je pense, le prouvent. On est plus productif. On est plus productif, largement, vraiment, ça c'est un point important aussi. Il y a des statistiques qui le disent. Alors, il y a du déclaratif. C'est-à-dire que les entreprises disent qu'effectivement, 80% des entreprises disent plus de productivité. Vous ne faites pas confiance au patron? Mais c'est la qualité de vie au travail qui rentre en premier lieu. 90% disent que c'est vraiment la QVT, la qualité de vie au travail, qui est en première ligne. Certes. Et ensuite, effectivement, l'image de l'entreprise, l'évolution des pratiques managériales. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il n'y a pas d'étude. Il y a pas d'étude là-dessus. Ça. Et dans cette étude Ipsos Malakoff Médéric, toujours la question de l'absentéisme, elle vient bien après les éléments que je viens de vous citer. Évolution des pratiques managériales et dialogue social, amélioration du dialogue social. Mais réduction de l'absentéisme, on n'a pas de données par rapport à ça. Nadine nous dit, je travaille dans une PME, j'aimerais bien pouvoir télétravailler une fois par semaine à distance car j'habite à 45 minutes de mon lieu de travail en voiture. Comment en parler à mon employeur ? Est-ce que on peut faire soit la démarche d'aller voir l'employeur et lui demander... Bien évidemment. Encore une fois, selon le type d'entreprise, vous avez soit des accords, S'il y a pas soit les des accords chartes. collectifs, S'il n'y a comme pas, dans ces cas-là, il faut prendre son courage à deux mains et aller voir son employeur en lui disant voilà, pour telle et telle raison, je souhaiterais pouvoir rester chez moi 1 journée, 2 journées par semaine. Et en général, encore une fois, c'est un consensus. Et donc, on se met d'accord. On doit faire une demande écrite ? Il vaut mieux faire une demande écrite. Écoutez, ça dépend. Écrire, parfois, sans en avoir abordé la question oralement, ça peut montrer une marque de défiance. Oui. Donc, on en parle et puis ensuite, on confirme. Parce que je me demandais derrière, Gérard, si un employeur pouvait éventuellement refuser un employé d'être en télétravail. Mais depuis septembre 2017, les ordonnances Macron-Pénicaud, comme dit ma consoeur, l'employeur doit motiver son refus. Il doit écrire pourquoi. Et ça ne peut pas être parce que ça ne me plaît pas, parce que je n'ai pas confiance en vous. Il faut qu'il y ait un élément objectif. Qui dit voilà, c'est pas possible, parce que les clients viennent à l'entreprise, que sais-je. Il faut un élément objectif, avec des recours possibles devant le Conseil des prud'hommes. Donc, ça doit être une vraie motivation. D'accord. D'où l'importance des critères d'éligibilité dont on parlait tout à l'heure. Soline nous demande si son employeur peut lui refuser des titres restaurant quand elle est en télétravail. Non. En télétravail, on a les mêmes droits que lorsqu'on n'est pas en télétravail. On peut éventuellement lui refuser une indemnité qui serait liée à la prise d'un indemnité kilométrique. Non, de repas. Vous prenez un repas sur place. Si à ce moment-là, comme vous n'êtes pas sur place, c'est normal de ne pas percevoir cette indemnité. Mais autrement, les droits sont exactement les mêmes que si vous étiez sur place. Jérôme vous demande, télétravailler nécessite souvent une très bonne connexion à Internet. Est-ce que je peux demander à mon employeur de prendre en charge en partie les frais de mon abonnement à Internet ? La loi le prévoit. La loi prévoit que les moyens mis à disposition de l'entreprise par l'employeur, par le salarié en télétravail, doivent être pris en charge. Alors attendez, ça veut dire aussi payer un ordinateur, installer des logiciels. Un bureau, non. On peut imaginer d'indemniser le salarié pour le périmètre ou la pièce qu'il aura mis à disposition de l'employeur. Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une fraction de mon loyer, par exemple Ça peut être pris en considération. Ça, c'est très souvent c'est prévu par les accords collectifs. Mais en tous les cas, la loi prévoit une indemnisation, effectivement. Alors souvent, les salariés qui travaillent en télétravail ont un ordinateur portable. Donc il y a un certain nombre de moyens qui sont d'ores et déjà pris en charge par l'entreprise. Mais là encore, les accords vont prévoir la meilleure façon d'indemniser le salarié. Pour finir, Karine Babul, vous avez quelques conseils à nous donner pour que le télétravail se passe le mieux possible ? Alors, déjà que le cadre soit co-construit pour éviter des organisations injustice sociale entre le manager et le salarié. Et aussi collectivement, ça peut passer par un accord, par une charte qui est unilatérale mais qui peut être co-construite. Garder des moments d'échange avec son équipe. Absolument, c'est essentiel. Et puis ne pas hésiter à opérer des ajustements du cadre qui est proposé par l'entreprise dans le cadre du service ou du département. Ça, on l'oublie. Mais en fonction de l'activité de travail, on n'a pas forcément les mêmes besoins pour que le télétravail soit positif à la fois pour l'équipe, pour le salarié, pour l'entreprise d'une manière générale. Donc, prévenir éventuellement l'isolement aussi du salarié. Bien sûr. Surveiller. Toutes les parties prenantes. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci à Juliette Berger qui nous a aidé à préparer ce dossier. Vous allez venir